retrouve aujourd'hui pour vous informer et j'en suis très heureuse. Merci de suivre Télé 50. Allez, on s'envole d'abord en République unie de Tanzanie où le chef de l'État a pris part à la cérémonie de l'investiture de son homologue tanzanien John Magufuli ce jeudi 5 novembre. Joseph Kabila est allé manifester son soutien au président tanzanien nouvellement élu suite aux bonnes relations diplomatiques qu'entretiennent ces deux pays. Un défilé militaire a été organisé pour la circonstance à Dar es Salaam, auquel ont participé les chefs d'État et de gouvernement conviés à cette cérémonie, parmi lesquels le président ougandais Yoweri Museveni, Kenyan Uhuru Kenyatta et sud-africain Jacob Zuma. John Pombe Magufuli, 55 ans, nouveau chef d'État tanzanien qui a obtenu 58% de suffrages exprimés à l'élection présidentielle et membre du parti Chama Cha Mapinduzi, parti au pouvoir depuis la création de la Tanzanie en 1964. Au pays, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, a reçu en audience l'envoyé spécial de Ban Ki-moon pour la région des Grands Lacs. La question sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba est évaluée par les deux personnalités. Autre sujet abordé, la loi de finances exercice 2016 sous examen à la Commission électorale nationale indépendante, économique et financière de la Chambre basse du Parlement congolais, plutôt. 9h. Saïd Dini, envoyé spécial de l'ONU, accède au bureau du président de l'Assemblée nationale. Installés, les deux personnalités débutent les échanges. Pour sa première visite à la Chambre basse du Parlement congolais, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a échangé avec Oba Minaku sur le respect de l'accord d'Addis Abeba signé par les pays de la sous-région du Grand Lac. Je l'ai informé de cette initiative qui a été prise par les chefs d'État de la région de tenir une conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs et la conférence aura lieu l'année prochaine. Je l'ai également discuté avec le président des engagements pris par les différents signataires de l'accord d'Addis Abeba, l'accord sur l'accord cadre, au niveau national, régional et international, et en particulier les engagements souscrits par la RDC en toute souveraineté. Oba Minaku Ndialandjoko et Saïd Djini ont également échangé sur l'examen de la loi des finances, exercice 2016. Et souhaité que l'Assemblée nationale accompagne la mise en œuvre de ces engagements en tant qu'Assemblée nationale, et en particulier au niveau de l'élaboration des budgets. Et puis j'ai profité de l'occasion évidemment pour solliciter le point de vue du président de l'Assemblée sur la situation générale de la région, y compris le rôle de la RDC. Avant son séjour en République démocratique du Congo, l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs s'était rendu au Rwanda au mois d'août dans le cadre de ses consultations avec les pays signataires de l'accord de paix d'Addis Abeba. À l'occasion, l'appel a été lancé aux pays signataires pour le respect des accords. L'envoyé spécial de Ban Ki-moon a également été reçu par le coordonnateur du mécanisme de suivi, François Mwamba. Les deux hommes ont aussi passé en revue la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Suivez. L'évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, tel est l'objet de cet entretien de près d'une heure entre Saïd Djini et François Mwamba. L'état de mise en œuvre des engagements nationaux et même régionaux a été également abordé. Et nous avons discuté dans un cadre d'échange amical mais franc sur comment on peut ensemble travailler pour encourager les efforts au niveau de la RDC, mais également au niveau de la région et de la communauté internationale pour faire en sorte que l'instrument de l'accord cadre qui a été adopté par les chefs d'État il y a près de 3 ans soit un outil efficace au service du renforcement de la cohésion régionale, de l'entente, de la coopération et surtout ramener la paix, la sécurité et la stabilité pour la région des Grands Lacs. L'accord cadre qui doit donc être cet outil efficace au renforcement de la cohésion pour ramener la sécurité dans la sous-région souffre tout de même quant à sa mise en œuvre au niveau régional. François Mwamba explique. Le M23 devait désigner un point focal, un coordonnateur, appointé ici chez nous, de manière justement à faire en sorte que, s'agissant à la fois du monitoring,
s'agissant des différences, c'est-à-dire des différentes appréciations sur qui fait quoi, qui devait faire quoi, il puisse y avoir un entendement commun, quelque chose de retraçable et qui puisse permettre effectivement d'évoluer rapidement vers la conclusion de ces déclarations. Le M23, après avoir désigné M. Abandi pendant quelques mois, nous savons qu'un tel point focal n'existe pas. Voilà un des points majeurs qui fait que nous donnons cette impression que ces déclarations tournent en rond. Le 18 novembre, une réunion conjointe CIRGL-SADC sera organisée à Kinshasa, réunion au cours de laquelle sera également évoqué les dossiers du rapatriement des ex-M23. Une réunion qui sera donc très décisive pour la paix dans la sous-région. La relation entre les Nations Unies et la RDC va en s'améliorant. Affirmation de Mamadou Diallo, coordonnateur du programme des Nations Unies pour le développement et représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC. Le diplomate onusien se dit également émerveillé par les progrès réalisés par le pays de Joseph Kabila. C'est sous le coup d'un soleil luisant que l'espace 50 vient d'être honoré ce jeudi par la présence du coordonnateur de PNUD et représentant spécial adjoint des Nations Unies à RDC. Au terme d'une visite de l'espace 50 et d'un bref entretien avec Jean-Marie Kassamba dans son bureau de travail, en passant par un coup de maquillage, place au show dans l'émission GMK Today. Dans toutes les discussions que nous avons eu le privilège d'avoir avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre et les gouvernements du Congo, ils sont conscients qu'une croissance forte comme celle-là doit pouvoir se traduire par beaucoup plus d'inclusion. Mamadou Diallo s'est dit émerveillé par les progrès réalisés par les pays de Joseph Kabila Kabangi. Quand je suis arrivé ici, il y a 2 mois, j'ai été surpris agréablement et émerveillé par le progrès que j'ai vu. Je connaissais Kinshasa, que nous appelions Kin Label du temps où j'étais ici. Mais j'ai trouvé que Kin s'est embelli. Sur l'indice de développement économique, les diplomates onusiens peintent un tableau élogieux du Congo. Une certaine presse ailleurs continue de véhiculer du Congo une image qui est fausse. Et cette image, c'est de dire que le Congo, il n'y a que la crise, il n'y a que des problèmes de sécurité, il n'y a que des combats. Mais quand on vient ici, on découvre une autre image. Et je dis ici, à votre plateau, que ceux et celles qui veulent savoir exactement qu'est-ce que c'est que le Congo et qu'est-ce qui s'y passe, je les exhorte vivement à visiter le Congo, à visiter Kinshasa et aller à la rencontre des Congolaises et des Congolais. Passionné par l'actualité de l'heure en RDC, Mamadou Diallo encourage le dialogue qui est une retrouvaille entre les Congolaises et Congolais afin de définir le type de société dans laquelle ils souhaitent vivre. La RDC commémore ce 5 novembre 2015 la chute des rebelles du M23. Ça fait exactement 2 ans, jour pour jour, depuis que les forces armées de la RDC ont mis fin à l'aventure sans issue de la rébellion du M23 par une défaite absolue de la Tchanzu au Nord Kivu. 2 ans après la chute du M23, eh bien, l'armée poursuit l'offensive contre toutes les autres forces négatives, dont les FDLR et l'ADF Patinkiri. Pour le porte-parole des FARDC, la victoire sur le M23 est à attribuer à l'exécution correcte des instructions reçues du commandant suprême à travers l'opération Pomme Orange lancée en 2013. Ce plan a été conçu par la plus haute autorité pour neutraliser de manière définitive le M23. C'est ce qui a été fait. Pendant ce temps, il existe encore des poches résiduelles des ADF au Grand Nord, des FDLR et FRPI en Ituri. Très confiant, le général Kassonga annonce l'éradication prochaine de toutes ces forces, puisque les FARDC n'ont les moyens. Nous sommes en train de battre l'ADF, une rébellion ougandaise terroriste qui a semé la terreur dans cette partie de la République. Depuis le début, lancement de l'opération contre cette force négative, nous allons de victoire en victoire parce qu'elle ne nous résiste pas, premier élément, et 2, elle mène une guerre asymétrique, terroriste. Elle utilise des bombes artisanales qu'elle fabrique pour blesser mortellement, mais également créer, semer la terreur dans la population. Nous, en tant qu'armée du peuple, forces armées de la République démocratique du Congo, nous menons victorieusement des opérations parce que nous avons la parade appropriée contre ces pratiques. Au jour d'aujourd'hui, les opérations victorieuses menées de belles manières et de manière professionnelle par les forces armées de la République démocratique du Congo ont abouti à la neutralisation de 958 FDLR. Quant à l'opération de recrutement dans l'armée nationale, elle se poursuit normalement. Il est même constaté un engouement à Kinshasa, au Nord Kivu et au Kasaï oriental. Si vous allez au stade
Tata Raphaël, si vous allez dans l'ex-stade du 24 novembre, ce que vous allez voir là-bas, c'est la preuve qu'il y a un engouement total. Alors que Kinshasa devait présenter 2700, aujourd'hui on est au-delà de cet effectif. Un premier contingent des jeunes recrutés a été acheminé au centre de formation Moura à Likasi. Revenons un peu sur ce qu'a été la célébration de la journée africaine de la jeunesse à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. C'était lors d'un rassemblement à l'initiative de l'Union africaine et de l'Union panafricaine de la jeunesse. Présente à l'activité, la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, a eu à rappeler ce que doit être la priorité des États face aux problèmes auxquels fait face la jeunesse africaine. Les jeunes de tous les pays d'Afrique se sont donné rendez-vous ce 1er novembre 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. C'est pour célébrer la 9e édition de la Journée africaine de la jeunesse. Sous les thèmes Année africaine de droits de l'homme envers l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, avec un accent particulier sur les droits des jeunes femmes. Une occasion pour les jeunes Africains de s'exprimer sur tout ce qu'ils attendent de l'Union africaine. Il était également célébré le talent de la jeunesse dans différents domaines. 10 jeunes honorés comme héros de l'Union africaine, dont une jeune journaliste du Cameroun, pour avoir accompli à risque des reportages contre le terrorisme et dans des zones dangereuses. Ces jeunes ont reçu des certificats d'encouragement. Pour la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, il ne suffit pas seulement de célébrer avec faste cette journée, mais il faut également que les États prennent en compte la situation que traversent les jeunes Africains dans leurs pays respectifs. Surtout en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Et les gouvernements africains ont un défi à relever, a précisé Francine Muyumba. Le taux d'emploi des jeunes est l'un des plus faibles du monde. Pour beaucoup d'emplois, les entreprises exigent que les candidats aient de l'expérience et des références. Mais pour les jeunes, comment avoir cette expérience si on ne leur donne pas à un moment donné la chance de l'acquérir? C'est interroger la présidente de l'UPJ. Du côté de l'Union africaine, Sir Marshall Ikunga, commissaire des ressources humaines, a sollicité de l'assistance, une minute de silence en mémoire des jeunes Africains qui ont perdu de leur vie à la recherche d'un monde nouveau. Pour clôturer en beauté cette journée africaine, la jeunesse, les autorités de l'Union africaine, avec dans leur suite la présidente de l'UPJ, ont visité les expositions des jeunes héros pour encourager leur capacité d'innover et l'implication de la jeunesse dans le développement de l'Afrique. Allez, on va à présent parler de cette opération musclée lancée par le nouveau ministre des Affaires foncières. Gustave Boloko a conduit une forte délégation pour assister à la démolition de constructions anarchiques sur le site de Daipen et de Renatelsat, des sites victimes d'une série de spoliations sans précédent. Regardez. Pour cette opération, 2 sites ont connu un coup de balai. Il s'agit des sites de Renatelsat et de Daipen, des sites sur lesquels des constructions anarchiques ont très vite poussé. Dans la délégation du ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Habitat et Urbanisme, le conseiller du Premier ministre en matière des infrastructures, le général de la police pour la ville de Kinshasa, le ministre provincial des Affaires foncières, ainsi que les 2 bourgmestres de Lansele et de Maluku. Au total, 23 lotissements ont été démolis par un bulldozer dans le cadre d'une vaste opération d'assainissement du secteur foncier immobilier. S'il n'existe pas un lotissement qui a été créé sur ces sites, nous considérons que c'est un domaine de l'État. Et tout ce qui a été construit ici est anarchique. C'est clair. L'objectif que s'est assigné le nouveau ministre des Affaires foncières en République démocratique du Congo est de remettre de l'ordre dans son secteur exposé à de multiples spoliations. En culture, parlant de ces 40 ans que vient de totaliser la troupe théâtrale Salongo, un jubilé d'argent que le groupe veut célébrer avec faste, une série d'activités débutées depuis quelques semaines connaîtra son point d'orgue ce mois de novembre. 2 spectacles sont prévus, d'abord au studio Maman Nguebi et à l'hôtel Béatrice. Il suffisait d'entendre ce générique pour que tout le monde se précipite devant son poste téléviseur.
son nom est resté célèbre, les visages des acteurs quasi familiers, bienvenue dans l'univers de la mythique série télévisée Salongo. Explique ma belle, toujours. Tu as des réponses gauches. Il y a de cela 40 ans que la troupe théâtrale qui porte le même nom a été créée.